Berlin, le 6 février, peu après 8 heures. Nous avons fait des demandes au gouvernement. Vous devez agir, vous, plutôt que de pointer systématiquement les autres du doigt. Vous comprenez ça? Vous ne faites qu'énerver les gens ordinaires qui travaillent, vous comprenez? Alors les petits cinglés, on s'est chié dessus ou pas encore? Ça me ferait tellement plaisir. Je vous laisserai assis ici pendant des heures. Je les laisserai coller au bitume, qu'ils aient envie de faire pipi, qu'ils aient faim, froid. Eh oh, vous faites quoi là? C'est quoi ça? C'est quoi ces conneries? Elle a parfaitement raison. Le quartier berlinois de Neukölln est le siège officieux du mouvement écologique Dernière Génération en Allemagne. Maya Winkelmann a été l'une des premières à en faire partie. Nous représentons la dernière génération avant le point de basculement climatique. C'est-à-dire que collectivement, nous avons encore une chance d'échapper à la destruction. C'est pour ça que je suis dans la résistance et que j'y consacre ma vie. La militante de 23 ans a interrompu ses études pour lutter pleinement contre la crise climatique. C'est maintenant que les choses sérieuses commencent. De plus en plus de gens nous rejoignent et nous serons présents partout en Allemagne en 2023 pour faire pression, afin que davantage de choses changent, puisque le gouvernement refuse toujours de protéger nos ressources vitales. Ces actions ont déjà valu à Maya 3 séjours en prison et une perquisition du domicile familial dans le sud de l'Allemagne. Maya et sa sœur Lisa préparent la prochaine action. Leur lieu de travail à Berlin doivent rester secrets. J'appréhende à chaque fois. Les barrages routiers sont toujours fatigants. C'est différent d'une fois à l'autre. C'est très particulier de barrer la route à des voitures. On ne sait jamais comment les automobilistes vont réagir. On prend des risques à chaque sortie. Ces derniers mois, les automobilistes se sont souvent montrés agressifs, voire violents. Elles ont plusieurs revendications. Une limitation de la vitesse à 100 km/h, la prolongation des billets de train à 9 € et la création d'un conseil citoyen par tirage au sort. Là, c'est Lina et moi qui suis déguisée en Christian Lindner, le ministre de l'économie. On bloquait tout comme son parti, le FDP. Là, c'est encore Lina et moi, la main collée à un tableau à Berlin. Un jour, j'ai compris que je n'avais plus d'autre choix que de m'engager. Je ne pouvais pas me lancer dans une formation ou des études de 3 ans alors que le temps presse. La marge de manœuvre dont nous disposons avant de dépasser le point de basculement, ça me nuise. Après, il sera trop tard pour agir. À la fin de l'année dernière, j'ai lu le rapport du GIEC et j'ai réalisé que la situation était bien pire que ce qu'on nous dit. Quand je sais ce qui nous attend, je ne peux pas fermer les yeux. Je ressens une responsabilité morale. Je dois agir. Un prochain blocage est prévu dans les jours qui viennent. Les deux sœurs ont rarement l'occasion de retourner dans leur village voir leurs parents, qui soutiennent leur engagement et leurs actions. Ça a un côté rassurant de savoir que mes proches me soutiennent. Le fait que les gens que j'aime comprennent ma démarche et son importance pour moi me donne aussi de la force. C'est cette maison que la police avait perquisitionnée l'année dernière. Les parents des deux militantes, tous deux éducateurs, sont des amoureux de la nature.
l'engagement de Lisa et Maya au sein du mouvement Dernière Génération est systématiquement abordé lorsque la famille se retrouve. Le père soutient activement les manifestations pour l'environnement. Il s'est déjà collé les mains au bitume et a comparu au tribunal avec sa fille. La mère explique combien ils ont appris de leurs enfants. Elles n'ont pas décidé du jour au lendemain d'abandonner les études pour se consacrer uniquement à cette lutte. C'était motivé par une envie de s'engager, de faire quelque chose qui ait du sens. C'était la forme qui était inédite et qui m'inquiétait. Vous nous avez très bien accompagnés. Vous avez été très patiente et vous nous avez tout expliqué. Et on s'est donné les moyens de comprendre, en assistant à une conférence, en cherchant le contact. Je trouve très important de remettre en question le fait que nous puissions et voulions tous continuer à vivre ainsi. On peut être guidé par d'autres valeurs et par une autre ambition dans la vie que celle, par exemple, de gagner de l'argent. L'argent, le pouvoir et le statut social ne rendent pas les gens plus heureux. Et si nos enfants veulent vivre une vie qui leur corresponde, qui ne consiste pas forcément à exercer un métier respecté et qualifié, garantissant une certaine réputation, un certain statut, mais qui soit fidèle à leurs valeurs, je trouve ça plutôt honorable. Les deux sœurs sont de retour à Berlin. Il est 6 h du matin, début février. Une nouvelle action de blocage est prévue. J'ai pas peur pour l'instant, mais je suis stressée. Pour moi, le stress vient toujours juste avant. Je sens mon pouce accélérer quand on se rend vers le lieu de blocage. Le groupe de militants règle les derniers détails. Misha Bayreuther, employé de banque, est aux commandes. 2 personnes assises au milieu se colleront les mains au bitume. Elle pourrait s'asseoir sur le côté droit. Bonne idée. Faisons comme ça, oui. Il veut faire en sorte que les véhicules de secours puissent circuler en évitant que des personnes collées ne leur bloquent le passage. Il reste des chauffe-mains. Qui en veut? Je récapitule une dernière fois. On reste calme. On essaie de tenir les banderoles longtemps. On ne les déroule pas tout de suite, mais on les montre le plus longtemps possible. Et on ne recourt pas à la violence, physiquement comme verbalement. 3 des militants s'apprêtent à participer à leur premier barrage. Il vaudrait mieux qu'on mette nos gilets. Déjà? Oui, on ne nous voit pas ici. Attendez juste un instant. Non, c'est bon, c'est pas la police. Je serais d'avis qu'on attend d'être au feu pour les mettre. Tu penses que c'est mieux comme ça? Très bien. On enfilera les gilets une fois au milieu de la route. Désolé. C'est l'heure. Le feu pour les piétons passe au vert. Le blocage commence. Assieds-toi plutôt. Le mécontentement à l'égard des manifestants se fait entendre. Une automobiliste appelle même la police. L'évêque Ernst Wilhelm Gaulle est connu pour être un homme d'église engagé. À l'occasion d'une messe œcuménique pour l'anniversaire de l'invasion de l'Ukraine, il prêche le dialogue. La première chose à faire est d'accepter l'opinion des autres. Il n'y en a pas de bonne ni de mauvaise. Seigneur, transmets-nous la paix. Amen. L'évêque appelle aussi à la médiation et à la compréhension mutuelle sur la question climatique. Il recherche l'échange entre les gens.
L'évangile est politique. Il doit avoir un impact sur le monde. C'est pour cette raison que nous discutons de la préservation de l'environnement et de la paix. C'est là que l'Église a un rôle à jouer. Il faut rappeler aux gens que même si quelqu'un a une opinion différente, il faut le respecter, parce que c'est aussi une créature de Dieu. Le dignitaire protestant s'oppose à une mesure prise récemment par son synode. Celui-ci a décidé de limiter la vitesse à 100 km/h sur l'autoroute et à 80 km/h sur les routes de campagne pour tous les collaborateurs de l'Église. C'est au monde politique de décréter des limitations de vitesse. Je suis convaincu que de telles mesures sont une bonne contribution à la réduction des émissions de CO2. Mais en l'état, ce n'est pas à l'Église évangélique d'Allemagne d'en instaurer, mais aux responsables politiques. Et s'ils ne le font pas ? Alors c'est à chaque automobiliste de décider à quelle vitesse il veut rouler. Mais demander à nos collaborateurs de rouler à 80 km/h sur les routes de campagne et à 100 km/h sur l'autoroute, c'est trop moralisateur et à trop petite échelle. L'évêque autorise son chauffeur à rouler plus vite que la vitesse recommandée par le synode. Il se montre néanmoins ouvert au mouvement dernière génération. Nous partageons la même préoccupation. J'ai rencontré certaines représentantes du mouvement, car je souhaitais entamer un dialogue, tout en restant neutre. J'admire leur grande cohérence, mais je trouve leur mode d'action contre-productif, parce qu'ils exacerbent la colère et l'agressivité, ce qui ne fait qu'accroître les divisions. L'évêque de 59 ans est aussi ouvert au débat chez lui. Sa fille de 21 ans, Katharina, est une sympathisante de dernière génération. Au menu aujourd'hui, des lasagnes de lentilles. Katharina est végétarienne. Le père s'est habitué à ce nouveau régime alimentaire. Concernant les actions de collage, les avis divergent. Comment agir? C'est juste un signe de désespoir que d'aller jusqu'à se coller littéralement à quelque chose. C'est en tout cas un moyen désespéré dans une situation désespérée. Il faut discuter des modes d'action. Ils ne disent pas que c'est forcément la bonne façon de faire et qu'on devrait les imiter. Ils disent simplement « faites quelque chose, réveillez-vous ». C'est un sujet important. Tu trouves qu'on est endormi? En partie, oui. On n'en fait pas assez. Parce que c'est compliqué. Certes, mais ce n'est pas une raison. En démocratie, il s'agit de convaincre la majorité. Et ce n'est pas par la colère qu'on y arrive. La vitesse est limitée dans certaines régions. Celles qui ne vivent pas de l'industrie automobile. Ça montre qu'il n'existe pas de solution simple. Je pense qu'il faut du temps. C'est pour ça que c'est important d'encourager ce mouvement. Pour trouver de bonnes solutions, il faut du temps. Ça fait longtemps qu'on parle de limiter la vitesse dans le pays. À Berlin, les automobilistes s'impatientent. La police est en route. Maya tente d'expliquer le sens de leur action à une conductrice agacée. Je fais ça parce qu'on n'a plus d'autre choix. En quoi s'asseoir au milieu de la route va aider l'environnement? Qu'est-ce que vous nous suggérez? À vous de proposer des idées, vous êtes jeune. On a des idées. Lesquelles? À chaque fois qu'on entend parler de vous, c'est parce que vous faites la grève ou autre. Je vais vous les expliquer si vous me laissez parler. Allez-y, je vous écoute. Nous avons fait des demandes au gouvernement. Vous devez agir vous-même, plutôt que de pointer systématiquement les autres du doigt. Vous comprenez ça? Un passant vient de cracher sur une militante. Ferme-la. C'est à la police de s'en charger. Quoi? C'est à la police d'intervenir. Vous venez de lui cracher dessus? Oui, tu veux aussi que je te crache dessus? Que je te pète le nez? Écoutez, je comprends très bien ce que vous voulez faire et quel est votre objectif. Je travaille moi-même dans le domaine de la protection animale. Mais vous faites qu'énerver les gens ordinaires qui travaillent. Vous comprenez? Je pense que ces petites interruptions dans le quotidien sont nécessaires. Sinon, on ne pourra jamais se rendre compte de ce qui ne va pas. Je sais que le militantisme climatique est un sujet important. Mais ce n'est vraiment pas la bonne façon de faire. Placez-vous sur le côté avec des panneaux, attirez l'attention.
Si on se mobilise ici et que notre action dérange les citoyens, le gouvernement sera plus à même de nous remarquer. On attire l'attention. Mais pas de la bonne façon. Vous ne faites que rendre le militantisme écologique détestable, vous comprenez? Bonjour, alors les petits cinglés, on s'est chié dessus ou pas encore? Ça me ferait tellement plaisir. Je vous laisserai assis ici pendant des heures, pendant des jours même. J'aimerais tellement qu'on vous laisse là, que vous mouriez de froid, d'asphyxie. C'est pas obligé de leur parler comme ça. Non, on peut pas discuter calmement avec eux. Chaque heure de travail me coûte 500, 600 euros. C'est facile. Et c'est pareil pour tous ceux qui sont coincés ici dans leur voiture. Moi aussi, je perds du temps de travail. Mais je parle normalement aux gens. Pas besoin de les insulter, peu importe que vous. Eh oh, vous faites quoi là? C'est quoi ça? C'est quoi ces conneries? Elle a parfaitement raison. Dégagez avec votre bouteille. On n'en fait pas du tout assez face à eux. Ils n'ont rien d'autre à faire. Ils vivent tous au crochet de l'État. Vous nous foutez dans la merde. Moi aussi, j'aimerais porter plainte contre chacun d'eux pour entrave à la circulation. Très bien, on va vous donner les papiers nécessaires. Un instant, vous permettez? On va régler ça ici et on reviendra vers vous. Apportez directement les documents réservés aux témoins pour les automobilistes, pour qu'on règle ça sur place. Maintenant que la police est arrivée, les militants se collent les mains au bitume. Nous considérons qu'il s'agit d'un rassemblement, puisque vous partagez les mêmes motivations. Votre réunion fait maintenant l'objet d'une interdiction, car vous empêchez d'autres personnes, en l'occurrence des usagers de la route, de circuler, ce qui constitue un délit. Vous entravez la circulation. Je vous attribue donc un nouveau lieu de réunion, à savoir le trottoir, où vous pourrez tenir votre rassemblement. C'est clair pour tout le monde? Vous aussi? Oui? Et vous? Entrée en vigueur de l'interdiction, 8h25. Je vous remercie. Henning Jeschke est l'un des cofondateurs du mouvement Dernière Génération. Il y a 4 ans, alors âgé de 19 ans, il s'est risqué à des barrages routiers seul. Il s'est assis plusieurs fois à un carrefour étroit, interrompant la circulation jusqu'à ce que la police l'interpelle et le place en garde à vue. Ça a été un point de départ. Les gens ont compris que c'était une action répétée et pas un événement isolé. Ça a été un succès. Malgré son jeune âge, Henning Jeschke a un CV plutôt rempli. Délégué des élèves, major de sa promotion au baccalauréat, étudiant en sciences politiques, grève de la faim devant la chancellerie à l'automne 2021. Puis un jour, il décide d'abandonner ses études. Face à cette situation, je me suis demandé si je pourrais me dire dans 10 ans que j'avais fait quelque chose. C'est là que j'ai compris que tout ce que je pouvais faire, c'était me placer du bon côté de l'histoire. Ça implique forcément de consacrer moins de temps à ses études ou à ses loisirs, aux choses qu'on fait au quotidien, et dans mon cas, de participer à des barrages routiers. Le jeune militant est engagé à plein temps dans le mouvement Dernière Génération, qui fonctionne grâce à des dons. Aujourd'hui, il utilise l'atelier de son père photographe. Il prépare une conférence appelée Réunion de crise, consacrée à l'imminence d'une catastrophe climatique et à la nécessité de la désobéissance civile. Qu'est-ce que la désobéissance civile et en quoi consiste-t-elle concrètement? C'est quand des gens interrompent le cours normal des choses. Par exemple, en s'asseyant en plein milieu d'une route. Ça permet de poser une question et d'en discuter sur la voie publique. On ne s'assoit pas en disant que c'est la bonne solution et qu'on l'imposera. C'est une décision qui doit venir de la société. Nous appelons à une approche adulte et honnête de la réalité. Par leurs actions controversées, ils veulent attirer l'attention sur l'injustice bien plus grande que représente la faible protection de l'environnement. La justice a répondu en ordonnant la perquisition du domicile des parents de Henning. J'ai été effrayé par la manière dont ça s'est déroulé.
Il y a eu beaucoup de pression mentale et psychologique. On parle de 9 policiers qui se trouvent chez vous, ne vous quittent pas des yeux et finissent par emporter toutes les choses qu'ils jugent intéressantes, même si elles n'ont pas forcément de lien avec mon fils. Je pense qu'ils n'avaient aucun droit de prendre mes documents, mes disques durs, mes ordinateurs portables, mon téléphone, et de se livrer à des fouilles corporelles et ce genre de choses. Henning est en route pour la réunion de crise. En 2021, lui et d'autres militants ont entamé une grève de la faim en amont des élections législatives. Son action la plus radicale à ce jour. Il a tenu 27 jours sans manger ni boire et a dû être hospitalisé. Mais il a atteint son objectif, obtenir un entretien avec le chancelier Olaf Scholz. Dernière Génération tente surtout d'éveiller les consciences par le biais de conférences. Ils en organisent une 20aine par semaine dans toute l'Allemagne. Nous voulons intensifier la lutte. Les conférences sont là pour que les gens qui se doutent déjà que quelque chose ne va pas s'organisent, s'engagent. Et jusqu'à présent, après chaque réunion, on a en moyenne 2 ou 3 personnes qui nous disent vouloir militer avec nous. La réunion a été annoncée via des flyers et le site internet du mouvement. Les motivations sont louables. Par principe, je trouve que c'est une bonne chose que les gens s'engagent. Je ne comprends pas leur mode d'action. Alors je suis curieuse de savoir pourquoi ils ont opté pour ces méthodes. Et si on peut en trouver d'autres, et imaginer d'autres choses à faire ensemble. Je suis venu m'informer et voir si ce que j'entends me plaît. Je pense que j'aurai besoin de poser des questions pour déterminer jusqu'où je m'engage. Jusqu'où je suis prêt à aller. Je vous souhaite la bienvenue dans cette conférence, ou réunion de crise, comme on l'appelle communément. Ce qui n'apparaît souvent pas dans le débat, c'est qu'on nous vend beaucoup de faux espoirs. Nous ne devons plus nous attendre à une hausse de la température mondiale de 1,5 degré, mais à des scénarios bien pires. On nous ment aussi quand on nous dit qu'on peut émettre une certaine quantité de CO2 pour limiter la hausse à 1,5 degré. C'est ce que dit par exemple le climatologue David King lorsqu'on lui pose la question. Nous dépasserons les 1,5 degrés quoi que nous fassions. En conséquence, la moitié des personnes vivant sur le continent africain, soit 700 millions d'individus, connaîtront des conditions climatiques dommageables pour leur survie au cours de cette décennie. C'est ce qu'indique le dernier rapport du GIEC. Une fois que la glace aura complètement fondu en Arctique, des opérations de forage sont déjà prévues là-bas afin d'identifier des gisements de pétrole. Des gens comme David King affirment que ce qui se passera dans les 2 prochaines années déterminera l'avenir de l'humanité. Après 1 heure d'introduction, les participants sont répartis en 2 petits groupes afin de débattre. Je comprends leur démarche dans une certaine mesure. Puisque rien ne bouge, que les pouvoirs politiques agissent peu, nous devons simplement en faire plus. Et peut-être aussi recourir à une certaine radicalité, sans pour autant être violent. Est-ce que tu pourrais envisager de participer à une action de blocage routier? Bien sûr. Par contre, je ne me collerai pas les mains au bitume. Je peux envisager tout le reste, ce qui est concerté, pas les actions sauvages. J'ai parfaitement conscience qu'on risque la prison pour ça. Mais je suis déjà à la retraite, je n'ai pas grand-chose à craindre. À la fin de la réunion, la plupart des participants laissent leurs coordonnées et indiquent ce qui motive leur soutien. À Berlin, les passagers d'un bus décident de continuer leur route à pied. Sale conne, enfoiré, bouffonne. Je les laisserai coller au bitume. Qu'ils aient envie de faire pipi, qu'ils aient faim, froid, tant pis pour eux. C'est la solution la plus simple. Seules les forces spéciales de la police disposent des outils nécessaires pour leur décoller les mains. Mais elles sont déployées ailleurs. Il y a 4 blocages simultanés dans la ville. En attendant, ceux qui n'ont pas les mains collées doivent libérer le passage, de préférence volontairement.
Sinon, je vais devoir faire usage de la force. Ce sera douloureux. Je préférerais vous épargner ça. Je vous propose donc de me suivre. Je suis désolée, mais je ne me lèverai pas. Vous ne voulez pas vous lever? Vous êtes sûr? Je n'ai pas envie de vous faire mal, ça va être douloureux. Je suis désolée, je ne me lèverai pas. C'est moi qui suis désolé. Ce n'est pas moi qui vais avoir mal. Nous allons maintenant vous faire quitter la route. Vous avez pour ordre de vous disperser. Vous vous levez volontairement et vous nous suivez. Non, je reste assise. Bien, on va vous porter alors. Maya et sa sœur Lisa sont désormais presque aussi rodées au barrage routier que les forces de l'ordre. Les agents portent les manifestants jusqu'au nouveau lieu de rassemblement désigné. Pour le géologue Stéphane Jacobi, c'était une grande première. Au cours des 5 dernières années, j'ai fait des recherches sur le permafrost, plus précisément sur le dégel dans la zone arctique de sols qui devraient être gelés en permanence. C'est un point de basculement considérable, qui n'est d'ailleurs connu que depuis peu de temps. Ça aura un effet colossal sur le climat terrestre. Et il est question de surfaces gigantesques, en Sibérie, au Canada, en Alaska. C'est incommensurable. Vous vous opposez aux ordres de la police. Je suis donc en droit d'utiliser la force physique. Je vous propose qu'on évite d'en arriver là. Une dernière fois, vous voulez bien nous accompagner? Je serai pas plus léger pour autant. Debout, levez-vous. Vous pouvez facilement me porter. Monsieur Barreuter, je vous ai invité 3 fois à vous lever, non? La circulation a repris. La police protège les manifestants encore collés à la route. On m'a craché dessus, on m'a aspergé d'eau. C'est difficile à accepter. Mais en groupe, c'était supportable. Je ne regrette pas d'être ici, au contraire. Ça en vaut la peine. C'est de la résistance. Et la résistance, ça déplaît. C'est pas populaire. Mais il y a suffisamment d'exemples historiques qui montrent que ça s'est avéré efficace. C'était le cas pour le droit de vote des femmes avec les suffragettes. C'était le cas pour le mouvement des droits civiques aux États-Unis. Les forces spéciales de la police sont enfin là. Elles sont venues avec leur équipement spécial. Huile de cuisson et pinceaux, dans une boîte en fer recyclée. L'action des militants va bientôt prendre fin. Là aussi, chaque camp est rodé à cet ultime quasi-rituel. Les agents décollent les mains des militants du bitume avec soin. Ils documentent de façon détaillée les charges qui devraient s'en suivre. Entrave à la circulation et rébellion contre agents dépositaires de l'autorité publique. Le blocage est terminé, 2 heures après avoir commencé, ce qui marque aussi la fin d'un embouteillage. Ces actes de résistance civile auront des suites judiciaires. Le mouvement Dernière Génération affirme avoir organisé plus de 1300 blocages dans toute l'Allemagne. Rien qu'à Berlin, ils ont donné lieu à plus de 1000 procédures judiciaires. Henning Jeschke et son avocat ont rendez-vous au tribunal de première instance de la capitale allemande. Maya et Lisa sont venus apporter leur soutien. Leur camarade en est déjà à sa 7e comparution. Là aussi, les militants écologistes veulent avant tout attirer l'attention sur leurs revendications. Nous interrompons le quotidien de la société. Il est clair que nous nous retrouvons dans une situation de contrôle, y compris judiciaire. Qu'est-ce qui est légal et qu'est-ce qui ne l'est pas? En y regardant de plus près, il est évident que dans 10, 15 ou 20 ans, on ne pourra que s'agacer du peu de personnes qui ont maintenu la pression politique quand il était encore temps. Henning et ses camarades veulent obtenir que la crise climatique soit juridiquement reconnue comme un état d'urgence qui justifierait leurs actions.
Je m'attends à ce que nous discutions un peu de savoir si ça relève d'une situation d'urgence. Il y a un article du Code pénal qui dit que dans certaines situations, certains faits peuvent être justifiés, même si les éléments constitutifs d'une infraction sont réunis. Il est accusé d'entrave à la circulation, de mise en danger de la vie d'autrui et de rébellion. S'il y a procès, c'est uniquement parce qu'il a contesté les amendes qu'on lui a infligées. Les débats sont suspendus. Le militant et son avocat veulent récuser le juge. Il se serait montré partial et se serait adressé à l'accusé avec arrogance. Il a employé des termes comme dictature écologiste, il a dit que l'opinion et la position d'Henning étaient très minoritaires et que nous voulions les imposer aux autres par la force. Il n'a pas compris le problème, ni la raison de nos actions. La demande de récusation va mettre fin à l'audience. D'autres suivront. D'après la porte-parole du tribunal, l'issue du procès est loin d'être connue. La justice statuera-t-elle que la désobéissance civile constitue une forme de protestation justifiée? Les actions de collage font l'objet de plusieurs centaines de procédures au tribunal d'instance. Et jusqu'à présent, dans la plupart des cas, les juges ont décidé qu'il s'agissait d'une entrave punissable, que la fin ne justifiait donc pas les moyens. Presque à chaque fois, cela a donné lieu à un pourvoi en appel ou en cassation. Et là, aucun jugement n'a encore été rendu. Cela signifie que la Cour suprême de Berlin doit déterminer si le tribunal d'instance a jugé correctement la grande majorité des cas. Henning et ses camarades pensent qu'ils obtiendront gain de cause. Cela leur permettrait de sortir de cette spirale judiciaire. Récemment, un tribunal du sud de l'Allemagne a néanmoins prononcé une peine de 30 jours de prison pour un seul blocage, sans sursis.